Pour savoir s'il y a des bougnoules dans la salle. Attends. On sait, il y en a toujours. Attends. Salam alaikum. Bande de sales bougnoules. Eh ouais, moi j'ai le droit de dire bougnoule. Si tu veux faire des vannes sur les arabes, il faut être arabe. Si tu veux faire des vannes sur les noirs, il faut être noir. Si tu veux faire des vannes sur les juifs, il faut un bon avocat. Très important. Alors bonsoir mesdames et messieurs, je me présente à vous, je m'appelle Foudil. Attention, pas Faudel, hein. S'il vous plaît, hein, Foudil. Moi, les chanteurs de rail qui votent à droite, je ne comprends pas. Non, les chanteurs de rail qui votent, déjà, je comprends pas. Non, les chanteurs de rail, je comprends pas. Car c'est ici que je suis né. Ferme ta gueule, ferme-la ta gueule. Putain, je te jure. Oh là là. C'est ici que t'es né, si tu continues à chanter, c'est ici que tu vas crever, mon vieux, hein. Bon alors, voilà, vous dites, encore un arabe qui fait un one-man show, il va nous parler de la banlieue, il va nous parler des arabes du bled. Non, pas du tout. Pas du tout, je suis là pour vous parler de l'âge d'or de la civilisation arabe. Le saviez-vous, mesdames et messieurs, que nous autres, les arabes, avons inventé plein de choses. La médecine, c'est nous. Les mathématiques, c'est nous. L'astronomie, c'est nous. Ma question est la suivante, comment on en est arrivé là aujourd'hui? Putain! Je te jure, mon Dieu! Ah oui! Hey! On était là, on était au top! Iraq Inaddin Morano. Attends, qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui? Je vais vous le dire. Une poignée de stéréotypes. Racaille, voleur, terroriste. Encore que voleur, aujourd'hui je tiens officiellement à remercier la communauté roumaine. Oui. D'avoir récupéré ce stéréotype que nous avons si difficilement porté durant toutes ces années. Vraiment, merci les Roumains, merci les Roms, tous les chemins mènent à vous. Alors c'est vrai. Mais attention, je dénonce les stéréotypes. D'ailleurs, vous n'êtes jamais posé la question de savoir qui décernait les stéréotypes? Qui a décidé comme ça, un peu arbitrairement, que tous les Arabes sont des voleurs, tous les Portugais sont poilus, tous les Juifs sont... tous les Arabes sont des voleurs... Ah bah moi je me suis dit, si ça se trouve, il doit exister une espèce de cérémonie secrète, un peu comme les Oscars à Hollywood, où on décerne le prix du stéréotype. Vous avez toutes les communautés qui sont là, hein, et un mec au milieu en smoking, il est là, avec une enveloppe. Et le stéréotype de voleur cette année est attribué à... Petite enveloppe. Ah, je le savais. Les Arabes. Ah oui, mais attends, alors dans le public ça gueule, les Blancs ils sont pas contents, ils disent « chaque année c'est eux qui gagnent !» Nous, on gagne jamais rien à la cérémonie des stéréotypes. On gagne toujours la même chose. Pédophile. Ah, ils sont pas contents. Et curieusement, à la fin de cette cérémonie, ce sont toujours les Noirs et les Arabes qui repartent les bras chargés. Et Mamadou, t'as eu quoi, toi, comme prix? Eh bien, moi, j'ai eu rythme dans la peau, cours vite et gros sexe. Saleté stéréotype. Mais attention, mesdames et messieurs, hein. C'est pas la question, hein. Je suis plus ou moins content d'être arabe. Simplement, je dis qu'il y a des avantages et des inconvénients à être arabe. D'ailleurs, c'est le plan de mon passage ce soir, mesdames et messieurs. Grand 1, les avantages d'être arabe. Grand 2, les inconvénients. Grand 2. Oui. Vous vous doutez bien qu'il n'y a absolument aucun avantage à être arabe, ça se saurait. Premier inconvénient, l'accent arabe. Difficile de s'intégrer avec un tel accent. Et là, je ne peux m'empêcher de vous parler de mon cousin Hicham. Mon cousin Hicham qui vient tout droit du bled. Mon cousin Hicham, sa particularité, c'est qu'il drague des petites Françaises sur Internet en se faisant passer lui-même pour Français. Ça donne ça. Soyez attentifs. Mon cousin Hicham qui drague sur Internet. Didi. Salut, c'est Jérôme 56. Stéphanie, vous, t'es là? Laisse béton, Hicham, je t'ai reconnu. Comment ça se fait, tu m'as reconnu? Même quand t'écris, t'as l'accent. Sa mère. KSTF, Kistifi? Je cherche Mehdi, tu ne l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu, mais à mon avis, tu vas pas le trouver. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'il est 14h. Et alors? Il faut pas chercher Mehdi à 14h?
ma musique, ça. Ouais. Ça, c'est à moi, ça. Mais lève-toi. Faut danser avec moi. Attention, oh, tu peux pas rester. Autrement. Oh, oh. Wow. Merci. Merci bien. Merci. Quel accueil. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Foudil Kaibou. Bonjour Foudil. Bonjour. Alors avant toute chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question. Je te laisse regarder. D'accord. Ouais. Foudil, quand te décideras-tu enfin à arrêter les festivals et à te mettre à jouer un petit peu plus longtemps ton spectacle pour éviter de piquer les prix aux autres humoristes qui en ont besoin? Voilà, je ne sais pas si c'était clair, mais... Ça, c'est une question. J'ai la réponse. J'arrête les festivals à partir du mois d'août. Parce que je vais démarrer mon spectacle en entier dans une salle parisienne. Et du coup, c'est fini les festivals. Voilà. Quand on a l'orée de deux cultures comme ça, c'est important de se revendiquer plutôt de l'une que de l'autre ou bien autant de l'une que de l'autre? Moi, je préfère montrer ce que l'une va apporter pour s'intégrer à l'autre. Voilà. C'est tous les éléments positifs d'une culture qu'on utilise pour pouvoir accéder à l'autre. Voilà. Et quand ça se marie bien, ça donne ce résultat. Donc tu penses vraiment que que la fusion culture occidentale et culture orientale est possible? Bien sûr. Je le pense, je l'encourage, et puis j'encourage cette idée, en tout cas. Ouais. C'est l'ouverture, quoi. Est-ce que tu peux me parler de l'odeur de ton enfance? C'est une belle question, ça. L'odeur de mon enfance. Ouais. L'odeur de mon enfance, c'est les plats épicés, c'est le couscous, les merguez, la bonne merguez. Tu sais, quand tu bouffes des merguez d'un barbecue et que tu t'approches de quelqu'un et que tu le rôtes dans la gueule comme ça, ça va, ouais, ça va, ouais. Bon, ça c'est l'odeur de mon enfance. Tu peux écrire n'importe où, tu peux écrire dans un café, chez toi, où tu as besoin quand même de te mettre dans un cocon, de te mettre dans une atmosphère particulière, dans un mood particulier. J'ai besoin de jouer ce que j'écris. Ah oui, donc tu fais le truc en même temps que tu le... Ouais, donc dans un café, c'est chaud. Il y a du monde, là je me lève, je dis... justement, il y a le public, c'est bien. Oui, il y a le public, mais bon, il y a le public, mais il y a aussi l'ambulance qui t'emmène après de... non, mais c'est ma manière de travailler. C'est-à-dire, j'écris, je me lève, je joue ce que j'ai écrit. D'accord. Et justement, en parlant de ça, tu as des amis cobayes qui te servent un petit peu, ou tu températures ça directement sur scène? Tu fais comment pour tester l'efficacité de tes sketchs? Alors, à l'époque, je le faisais sur des scènes ouvertes parisiennes. Ouais. Mais je constate qu'on peut très bien le greffer dans mon one-man show, que j'ai en entier. Je fais des nouveaux passages chaque fois. Par exemple, je retire un sketch entier que j'ai déjà testé, qui fonctionne, et j'en joue un autre. Et puis je regarde s'il fonctionne aussi. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est quoi? Ton spectacle, il est évolutif, c'est-à-dire que tu réécris et du coup, c'est à chaque fois comme ça que tu procèdes? En fait, dans un sketch, il y a des vannes. Ouais. Et tu joues ton sketch, tu écoutes les rires du public, et dès que ça arrive moyennement, tu retires. Dès que ça arrive fort, tu gardes. Alors parfois, un sketch de 10 minutes, on va avoir des rires faibles, un rire très fort, des rires faibles, un rire très fort. On prend 2 rires, malheureusement, ça fait même pas 1 minute. Donc l'idée, c'est chaque fois de resserrer et d'avoir que des passages très drôles. C'est très technique. Ouais, c'est vraiment un rythme. C'est comme des maths, quoi. C'est une partition de musique. Bon, alors le ciné, a priori, ça te branche quand même plutôt pas mal. Tu as déjà eu l'occasion de tourner dans des courts-métrages, notamment un court-métrage qui s'appelle Hôtel Expérience, je crois, pour un réal qui s'appelle Éric Robert. Ouais. Et du coup, tu préfères le ciné ou la scène, et pourquoi? Alors, le ciné, j'adorerais ça. Je pense pouvoir rester dans la comédie quand même. Ouais. Parce que quand je me regarde en dramatique... Pourtant, Hôtel Expérience, t'es excellent dedans. Ah merci, mais ça par exemple, j'ai beaucoup de mal à me regarder là. Autant me voir faire un sketch, je vais regarder, en plus ça m'aide à travailler, mais autant quand je me vois jouer quelque chose de dramatique, j'y arrive pas. Dans ton spectacle, les personnages que tu fais, ce sont des gens vraiment qui existent, ou c'est vraiment des personnages que tu as inventés totalement? Ils existent tous. Ah, donc c'est vrai, ton frère, tout ça, c'est vrai? C'est vrai. Ah oui. C'est vrai, ouais. Tout ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Hein. Je me suis dit un jour, si j'en ai l'occasion, je ferai un reportage là-dessus où je présenterai chacun des personnages en vrai dans mon quartier dans lequel j'ai grandi, pour dire voilà, donc là vous avez tel personnage, tel personnage, tel personnage, parce qu'ils existent vraiment.
Ah, c'est incroyable. Tu me disais que le Foodil de la vraie vie, donc il est timide et il n'est pas du tout comme le Foodil de la scène. Et tu me parlais du fait d'avoir besoin de plaire. C'est le Foodil de la scène qui a besoin de plaire ou c'est aussi le Foodil de la vie? Les deux. Ouais, c'est vrai. Le Foodil de la scène, il a toujours besoin de plaire. Parce que sinon, on ne monte pas sur scène. C'est un métier très égocentrique et il faut l'accepter. Si tu montes sur scène, c'est pour qu'on te regarde. Voilà, mais Foodil de la vie, peut-être qu'il a besoin plus d'être aimé que de plaire. Ouais, parce que tu parlais de ton regard sur toi tout à l'heure, voilà, tu me disais, ouais, ça me dérange de me regarder, surtout Ouais. dans des choses. Peut-être le côté dramatique, c'est parce que justement, tu te mets plus à nu. Ouais. Mais le regard des autres ne te dérange pas, par contre. Le regard du public te dérange pas, et le regard des autres, en général, te dérange pas. Non, parce que c'est pas moi. Ah, voilà. Donc le regard du public ne te dérange pas, mais le regard des gens dans la vie, c'est différent. C'est différent. Oui, complètement. C'est pour ça que je le montre moins, le regard. C'est pour ça que dans la vraie vie, je suis timide, parce que je joue pas. Quand on joue pas, on est beaucoup plus facilement déstabilisé. Là, si j'étais arrivé si vous m'avez dit d'arriver dans un personnage, je serais resté dans ce personnage et puis voilà, j'aurais été tranquille. Mais là, c'est Foodil, alors du coup, je fais très attention. C'est pas pareil. C'est ça. À ce que je dis, et puis voilà, je suis timide, donc c'est vrai. Donc là, ça te met l'exercice qu'on est en train de faire, par exemple, ça te met mal à l'aise. C'est quelque chose qui c'est inconfortable. Non, c'est devenu confortable. Tu l'as rendu confortable. Merci. Le secret d'une intégration réussie passe indubitablement par la maîtrise de la langue française. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'efforce chaque jour d'apprendre un nouveau mot afin d'enrichir mon lexique. Ah, ce matin, j'ai appris le mot magnanime. Je savais ce que ça voulait dire, mais la définition exacte. Tenez, madame, la définition exacte de magnanime. Tu sais, oui, demande, je vais te la dire. Alors, oui, voilà. Alors, magnanime, quelqu'un qui est magnanime, c'est quelqu'un qui dit des choses, qui, quand il les dit, être magnanime, c'est une prépondérance à une action qui serait subordonnée à une autre, mais qui ne serait... Par exemple, quelqu'un qui est magnanime, il est là, il va dire ouais, non, et tout, et l'autre, il dit ouais, peut-être, et l'autre, après, il dit ça, sauf que là, oui, non, oui. Ça va, je sais très bien ce que ça veut dire, magnanime. Magnanime, c'est par exemple, il y a deux personnes. Il y en a un qui est magnanime, l'autre il l'est pas. Il vient, il voit l'autre. Il dit dis donc, toi tu serais pas un peu magnanime? L'autre il dit ouais, comment tu sais? Il dit parce que j'ai vu que t'as dit. L'autre il dit non. Ah ouais, ça. Tout le monde a compris sauf toi. Voilà. Donc le secret d'une intégration réussie, la maîtrise de la langue française. Deuxième secret d'une intégration qui fonctionne, parce que moi je suis né en France, je parle français, je paie mes impôts en France, j'ai fait mes études en France, et malgré tout, parfois j'entends « tu dois t'intégrer ». Je dis « putain, qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Ça y est, j'ai trouvé, mesdames et messieurs, le secret de l'intégration, je l'ai trouvé. Je vous le révèle? Oui. La picole. Depuis que je picole, je suis français. Je te jure. Dis donc, il est arabe, lui. Mais non, regarde, il a du vin rouge. Il est de notre... Il a vu son verre de l'autre. Ah ouais. C'est moi, l'ivrogne, voilà. L'intégration par le vin, mesdames et messieurs. Pourquoi s'emmerder à créer un ministère de l'identité nationale alors qu'il y a un Carrefour à 2 pâtissiers qui fait la bouteille de Beaujolais à 2,50 €? L'intégration par le vin. Eh oui. Moi, je le dis haut et fort, dans les banlieues, ce n'est pas du Karcher qu'il faut, mais du Saint-Émilion. Ma vie a changé, hein. Ma vie a changé. Fini les contrôles d'identité de la police. La dernière fois, il y a un flic qui m'a arrêté, j'étais bourré, il m'a dit papier. Je lui ai dit 6 ans. Il m'a dit fous-moi le camp. Il m'a regardé, il m'a dit eh ben elle est belle la France. J'ai dit ouais, merci. Je suis français. Troisième secret d'une intégration réussie, fréquenter une jolie française. Ça fonctionne bien. Ma fiancée s'appelle Jessica. J'ai toujours craint le jour où j'allais présenter Jessica à ma mère, parce que ma mère, comment vous dire, ma mère, c'est pas qu'elle soit pas ouverte d'esprit, ma mère. Ma mère, elle est raciste. Elle me l'a dit clairement, elle m'a dit, Wallah, je te vois avec une Française, je la tue, je te tue, je vous tue. Et j'ai toujours craint le jour où j'allais présenter Jessica à ma mère. Alors Jessica, pour vous la décrire, elle est grande, belle, blonde, intelligente, et pour ne rien vous cacher, elle est médecin. Hein. Oui, ma femme est médecin. Allez-y, vous pouvez dire, oh, arrêtez. Moi, ma femme, je l'aime pour ce qu'elle est, non pas pour ce qu'elle fait. Elle aurait pu être ministre, chirurgien ou avocate, je l'aurais aimé pareil, alors... Non, il se trouve qu'elle est médecin, et ce jour que j'ai tant craint est arrivé. Le jour des présentations avec ma mère. Un grand moment. Maman, Jessica, maman. Ma mère.
vous c'est qui? Vous c'est qui? Maman, calme-toi, elle est médecin. Il est médecin? Ma fille, ma fille. Il est médecin, il est médecin, il est médecin. Et là, ma mère, elle a un vieux réflexe. Elle orientalise les prénoms français. Comment il s'appelle? Jessica. Tu veux boire quelque chose, Jamila? Non. Sur ce, mon père arrive, d'un pas décidé. Bismillah, Abdullah, Allah, oh. Il aperçoit Jessica, il la rassure. Qu'est-ce qu'ici ça? T'es française? Tu bois de l'alcool? Tu manges du halouf? Hein? T'es médecin? C'est bon le halouf. Là, on passe à table, repas classique chez nous, 300 personnes. Jessica me dit, mais c'est un mariage? Je dis, non, c'est un mardi. Et là, c'est l'ambiance traditionnelle des repas de chez nous. Les repas de chez nous, c'est très folklorique. Il y a des cris, des rires, des pleurs, des gamins qui courent partout, de la musique orientale. Et moi, j'adore comparer le repas de chez nous avec le repas français traditionnel bourgeois. J'insiste bien sur bourgeois. Parce que là, c'est une ambiance très austère. Ça parle philosophie, politique. T'as le père, la mère, la fille, le fils, dans un silence de mort. T'as d'abord le père qui est là. Non, non, non et non. Une politique économique ne peut pas être adaptée à un marché européen. Voyons, François-Xavier. Le fils, papa, tu n'es qu'un pessimiste de la vie. La fille, moi je suis une écolo, vous avez bousillé la planète. La mère, oh mais calmez-vous, j'ai préparé un clafoutis. Bon, chez nous, c'est pas pareil. Chez nous, il y a mon petit frère, il arrive, il ouvre le frigo, il le referme, et il fait, franchement, qui c'est qui a mangé le dernier yaourt? Je l'avais caché derrière les merguez. Eh, franchement, ça se fait pas de manger le dernier yaourt. C'était mon yaourt. Vous mangez le yaourt des gens. J'aimerais bien que moi je mange mon yaourt. Ouais, je l'avais mis de côté pour regarder le match de foot. Et là, Jessica, elle le regarde, elle dit, mais il va quand même pas pleurer pour un yaourt. Je dis, Jessica, tu ne sais pas, chez nous, le yaourt, c'est sacré. Ça se vend par 8. On est 12. Alors, ce qui a le plus étonné Jessica durant le repas, c'était de nous voir rester à table pendant que la police perquisitionnait l'appartement. Pour nous, c'était normal, on avait l'habitude. On dit, ouais, il y a les keufs, qu'est-ce qui se passe? Et Jessica était choquée, elle a dit, mais il y a la police chez vous. Heureusement, mon petit frère était là pour la rassurer. Il lui a dit, ouais, Jessica, t'inquiète pas, oh, ils trouveront rien. Et là, elle lui dit, ah bon, et pourquoi? J'ai tout mis dans ton sac. Ça, c'est mon petit frère. Je l'adore, mon petit frère. Mon petit frère, c'est un délinquant. Hein? Vous voyez les émissions tard le soir sur TF1, c'est lui. Mais un délinquant étourdi. Une fois, je vous raconte cette anecdote, il sortait de la chambre avec un sac, je le regarde, je dis, toi, tu vas faire un braquage. Il dit, non, je ne vais pas faire un braquage. Pourquoi tu dis que je vais faire un braquage? Ne me prends pas pour un con, je vois bien que tu vas faire un braquage. Il dit, Wallah, je ne vais pas faire un braquage. Je dis, si tu vas faire un braquage. Il me dit, non, je ne vais pas faire un braquage. Je lui dis, si tu vas faire un braquage. Et là, il me fait, moi, je vais faire un braquage. Le plus grand bonheur ou le plus grand regret de votre vie? Le plus grand bonheur ou le plus grand regret? J'ai pas de regret. Le plus grand bonheur, je dirais la naissance de mon petit frère. Parce que c'est une des personnes que j'aime le plus. J'aime toute ma famille, évidemment, mais voilà, ça m'a rendu très triste quand je suis parti de mon quartier, que une famille nombreuse, et lui, c'est le petit dernier. Et du coup, j'avais l'impression de l'abandonner un peu comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Donc, sa naissance, c'est mon plus grand bonheur. Et peut-être que mon regret, ce serait justement de ne pas avoir été assez présent pour lui, quoi. On va se diriger vers le catering pour un petit jus de fruits ou de l'eau, ou manger des bonbons si ça te dit. Ah ben, jus de fruits, je veux bien. Et j'ai bien envie que tu me parles de l'odeur de ton quartier, tiens. Le quartier de ton enfance. T'es sûr que je t'en parle? Bah oui. Alors par contre, tu conduis le camion, tu vois, donc tu vas passer. D'accord. Attention, il y a un lustre. Voilà. D'accord, ok. Ne t'assassine pas la tête tout de suite. J'ai encore besoin de toi. Alors, je te sers? Bah, sers-toi déjà, ce sera pas D'accord. mal si t'as Non, mais soif. tu vois, hop, je prends Moi, j'ai peu de jus de encore un fruits. verre d'eau. Voilà. Alors, tu veux connaître l'odeur de mon quartier? T'es sûr? Oui, tout à fait, oui. Alors, je t'explique. C'est la pisse dans les ascenseurs. Ça vend du Tu vois rêve, ton truc. Que dire d'autre? Ouais, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Mais ça sent la rue, par contre, ça sent le béton. T'as des gris-gris, des petits objets fétiches que tu prends avec toi tout le temps quand tu montes sur scène? Ouais. Qui sont?
J'en ai un en fait parce que j'avais rencontré, je vous jure c'est vrai, j'étais dans la rue et il y a une espèce de vieille dame qui s'approche de moi, elle me dit vous. Et elle dit quoi? Faites attention, vous allez avoir du succès, mais il y a beaucoup de gens qui vous envient, qui sont jaloux, etc. Alors j'ai eu peur, j'y vais, qu'est-ce qui se passe? Et là elle me dit vous venez de signer quelque chose d'important et je venais de rencontrer mon producteur. Incroyable. Je lui dis incroyable. Et là en fait elle me dit venez, elle prend un papier, elle prend je jure que c'est vrai, elle prend une plante, elle la mâche. Elle le met dans le papier comme ça, et elle me donne le truc, et elle me dit ça va vous protéger. Alors je le prends le truc, et là elle me regarde, elle me fait 50 €. Et j'avais rien, elle me dit donne quelque chose. Alors je lui ai donné, je sais plus, une pièce ou bien. Et elle m'a dit tu mets ça dans un petit ruban rouge. Et je me suis dit, comme je lui ai dit, ça me coûte rien d'y croire. Donc j'ai ce truc-là chaque fois que je monte sur scène. Ouais. Et tu le mets dans ta poche, enfin, il est sur toi. Oui, sur moi, dans ma poche, ma petite poche. Ouais. C'est fou, hein, mais ouais, sinon. Et en dehors, et ouais, non, mais c'est incroyable. Enfin, ouais. Et en dehors de ça, t'as pas de rituel, sinon tu. Non, mais le gris-gris, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de te dire. Mal, ouais. Mais avant de monter sur scène, ouais, je fais des entraînements un peu de boxe. Ouais. Eh ben, ça tombe bien. Parce que, vois-tu, mon cher Foudil, nous, on a un petit rituel dans l'émission, si tu veux. C'est-à-dire que d'habitude, on vous demande toujours le mot de fin. Alors, c'est super chiant, ce truc. Hein. Ouais. Et nous, donc, c'est le pas de danse de fin, dis donc. Et comme tu viens de me dire que tu as des petits trucs, des petits gestes comme ça, peut-être que tu vas pouvoir inclure ça dans ta danse de fin. Voilà. Ouais. Donc, je vais te demander de te lever. On va te mettre la musique à fond. Ta musique à fond. Ma musique. Tu vas venir sur ce gros point rouge qui est là, justement, le bas. D'accord. Évidemment, je vais te suivre, donc t'es gentil parce que j'ai pas envie non plus de sauter dans tous les sens. Pas de problème. Je vais te soutenir moralement, tu vois, physiquement même. Et voilà. Regarde, c'est ça. Hop, bassin, droite, gauche, épaule, 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 bassin, bassin, bassin. On alterne. Hop, hop, hop. Épaule. Tête. Voilà. Ah ben encore, mais non, c'est trop court, bah oui. Oui. Lève. Attention, maintenant regarde. Hop, 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 hop. Super. Et maintenant un demi-tour pour toi donne. Ouais. Et là, salut. Yes. Merci. Si vous voyez un père turc dans la rue qui cherche son gamin pour lui mettre une raclée, appelez la police. Ça finit dans les faits divers. T'as un mec dans la rue, torse nu, avec un bide comme ça, une moustache et un sabre. Mamat, wallah, sikerim sikerim Allah. Mamat. Et là il vient vers toi, il fait vous c'est pas vous Mamat. C'est pas pour taper, c'est pour parler. Avec un sabre. Et là, il va vers son fils, il fait Maman, un bras. Donc là, il n'y a pas de dialogue avec l'enfant, il n'y a pas de. Hein, c'est direct, c'est radical. Je vais aller très vite. Après, vous avez le père qui m'a le plus traumatisé dans ma vie. C'est le père gitan. Ah, le père gitan, il a un mode d'éducation qui est beaucoup plus, comment dire, sauvage. J'en fais encore des cauchemars aujourd'hui. Je vous plante le décor. On est là, tous assis. Tu vois juste le fils gitan passer. Et t'as le père derrière. Vas-y, cours, pas, vas-y, cours. Pas, cours. Pas, il court plus. Ramo di schnecco, rasta la moulina, mange mes morts. Qu'est-ce que vous avez à regarder? Qu'est-ce qu'il veut, mon moulin? Remonte ton cocotier, pas! Qu'est-ce qu'elle veut, la merguez? Un barbecue, pas! Et le pire, c'est quand tu apprends pourquoi il tirait sur son gamin. Je t'ai dit 1000 fois que le papier toilette, c'est pour les invités, pas! Mais ne l'oubliez jamais, mesdames et messieurs, que l'on soit noir, blanc, arabe, chinois, dans la vie, il n'y a qu'avec un père sévère que l'on persévère. Alors, évidemment, hein, je vous ai dit, avantages, inconvénients à être arabe. Je me rends compte finalement qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à être arabe, que des inconvénients. J'ai plus qu'à me foutre en l'air, me suicider ou travailler chez France Télécom. J'ai cru
J'ai cru qu'il n'y avait que des inconvénients jusqu'au jour où j'ai assisté à un des plus grands événements de notre siècle. J'ai vu dans la rue le peuple tunisien, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté, suivi du peuple égyptien, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté, suivi du peuple libyen, le poing levé, prêt à mourir et mort pour sa liberté. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais de vivre dans ce beau pays qu'est la France, qui me donne cette liberté d'expression que d'autres n'ont pas. Alors j'en profite, je valse avec Marianne sur un air de liberté, aux saveurs de jasmin, en buvant mon thé. Des larmes de joie ont remplacé les pleurs, les Arabes s'expriment et oublient leur peur, les dictateurs tombent sur un sol arable, fini l'hiver sombre, c'est le printemps arabe.